À cet endroit-là, à la base du dos, ce bouquet de plumes a un rôle bien particulier qui est de retenir la graisse entre chaque induction, puisque le canard va s'enduire de graisse environ une fois tous les 3 heures, alors que la production de graisse est pratiquement constante tout au cours de la journée. C'est très bien pour les petites mouches. Bonjour Marc, Bonjour, ça va? ça va bien. On continue les efforts du matin. Oh là là, bah dis donc, c'est dur ça. Ah, oui. Alors dis-moi, c'est d'époque ça? Ah oui, le rideau il date de 1880. Et puis vous êtes ici depuis combien de temps? Parce que j'ai vu, c'est 1937? 1934 le magasin. 34, Ouais, 34, 1934. Fondé par René Dubos, Oui. qui est un ancien banquier et qui était un passionné de pêche. Et quand toutes les banques ont été nationalisées, eh ben, il s'est mis dans la pêche. C'est vrai que quand on se lève comme ça, avec les lumières sur le jardin, tout, on a le soleil, c'est quand même un coin fabuleux. Puis on a croisé des canards là tout à l'heure en arrivant. Ah oui, il y en a plein la Seine. Il y en a plein la Seine. Ils nichent, sauf que le matin maintenant, ils vont dans la Seine. T'en perds? 3 heures après, il n'y en a plus quoi. Parce qu'il y a tous les silures qui Sont en les dessous, gobent. bien sûr. Ouais. Et Puis ça, les c'est silures, dommage. ça se développe de plus en plus ici, non? Ah, il y en a de plus en plus, oui. Des gros? Oui, 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 oui. Jusqu'à quoi? 2 mètres? Ah oui, il y en a qui font 2 mètres, hein, oui, oui. Et en fait, le meilleur coin pour les silures, c'est à l'autre bout de l'île Saint-Louis, quand il y a les deux bras qui se rejoignent. C'est un peu plus Dans- protégé dans le... Ouais, dans le triangle, Ouais. là. Ils en font systématiquement, là. Mais vous les pêchez pas la mouche là-bas? Non, pas encore. Mais ça je me suis- m'intéresserait de venir une fois pour... Ouais, ben moi je veux le faire. Ouais. Je veux le faire, parce que de l'autre côté là-bas, on peut lancer un peu en roulée, on doit pouvoir arriver. Et les gars m'ont dit qu'au mois de juillet, quand les eaux étaient un peu chaudes, ils étaient à plusieurs surfaces. Et je me suis juré l'année prochaine d'essayer de choper un silure à la mouche. Bah, dis-moi quoi, moi je suis allé en Espagne, j'en ai fait des beaux, environ 2 mètres, 42, 43 kilos. Bon, bah, c'est un peu plus difficile, c'est un matériel qui est plus léger, mais Ouais. c'est quand même quelque chose de très impressionnant la mouche. Hein. Et avec quelle mouche? Bah, avec mes gros streamers, tu sais que je fais avec le Magic Head. D'accord, ok. Je te montrerai tout Ouais, à l'heure si ouais, tu veux, ouais. genre Ah de oui, mouche parce que je moi, fais. c'est un truc, je veux absolument choper un silure là-bas derrière. Il faut des bons hameçons. Moi, je prends des Tiemco 600 SP. Je sais pas Ouais, si tu vois ce que je ouais, veux dire. ouais. C'est ceux qui sont très courts, mais par contre très ouverts Ouais. et puis qui Qui sont résistent. extrêmement puissants. Ouais, C'est ouais. des hameçons de mer. Hein. Ouais. Et puis, bah, comme tu le sais peut-être, je suis parti en Suisse il y a environ 25 ans. Ouais. Et puis j'ai commencé à faire des mouches en croupion de canard. Ça a été une révélation à l'époque. Hein. Oui, ça Parce je que sais bien. Oui. L'utilisation du croupion de canard, si tu veux, c'était limité à quelques mouches comme la mouche de Valorbe ou les moustiques du Jura. Et puis, j'ai ouvert un certain nombre de portes en faisant le corps en croupion de canard, les 2 ailes séparées et autres. Et puis encore beaucoup d'autres choses qu'on va monter tout à l'heure. Alors on va commencer par une des plus vieilles mouches en croupion de canard, c'est la mouche de Valorbe ou bien le moustique du Jura. Une mouche relativement simple qui a été faite dans les années 1920. En fait, j'ai jamais trouvé quelle était la personne qui avait fait la première mouche en croupion de canard. La seule chose que j'ai trouvée dans mes recherches, c'est que c'est dans les années 1920 que les premières mouches en croupion de canard ont été fabriquées en petite série. Alors, donc, une queue faite à l'aide de coques, c'était assez habituel à l'époque. Par contre, à l'époque, on n'avait pas de matériaux synthétiques et on utilisait en fait le raffia pour faire le corps. Là, j'ai pris toute une portion comme ça, c'est beaucoup trop grand, il faut la diminuer un peu comme ça. Et puis, l'immobiliser à l'arrière, aller jusqu'à l'endroit où on va mettre le hacle, couper l'excédent, et puis l'enrouler autour. Faire attention à la pointe de l'hameçon, c'est un matériel relativement fragile.
Voilà. Et puis ici, arrêter. Quelques tours de soie pour immobiliser la soie, couper l'excédent. Alors la plume de canard était utilisée, je dirais, de façon classique, c'est-à-dire qu'on va l'enrouler comme un hacle, comme les mouches anglaises qui étaient connues à l'époque. Alors la seule peut-être différence, c'était d'avoir utilisé le canard à la place du hacle de coque classique. Alors on va faire quelques tours. Il y avait environ 3, 4, voire 5 enroulements. Pas plus. Voilà, je crois que je vais encore en rajouter un. Voilà. Et puis, finir. Couper l'excédent du rachis. Et finir par une petite tête et le nœud final. Voilà. Alors mouche relativement simple. Alors on voit tout de suite ici qu'on a des fibres qui sont distribuées tout autour de différentes longueurs. Alors pour mettre toutes les fibres à la même longueur, il y a une petite astuce qui consiste à mettre toutes les fibres vers l'avant, reprendre dans l'autre main et les couper toutes en une seule fois. Alors on va voir maintenant le résultat. Et notre mouche est parfaitement ronde. Les fibres ont toutes la même longueur. Si on avait dû faire ça à l'aide d'un ciseau, ce serait une pomme de terre mais jamais un cercle. Voilà, alors c'est relativement simple. Cette mouche, elle existe donc depuis très très longtemps. Elle n'a pas été très populaire, ou elle ne s'est pas répandue partout. À mon avis, pour une raison simple, c'est que comme il y a relativement peu de fibres de croupion de canard, lorsqu'on a pris un poisson, il est très difficile de la laver et de la faire sécher, je dirais, assez rapidement. En tout cas, elle a été très utilisée sur le long de la frontière, je dirais de Bâle à Genève. À Courfèvre, il y avait Maximilien Joset qui les a fait. Et puis à Valorbe, c'était Charles Bickel. Donc c'est la première mouche pour moi qui a été faite en croupion de canard. La deuxième étape technologique extrêmement importante qui a été faite avec l'utilisation du croupion de canard est survenue bien après, probablement dans les années 60, en utilisant la totalité de la plume pour créer non pas un substitut de hacle, mais une aile, on va dire de sedge, tournée vers l'arrière comme ça. Alors ça a donné le petit voilier en France. Moi, pour ma part, je l'ai connu sous le nom de F-Fly de Marian Fratnik, qui est un Slovène, et les premières parutions de cette mouche ont été relatées dans les années 1980. Alors, l'idée est simple, 1, 2, voire 3 plumes superposées, alignées par la pointe, et puis ensuite présentées sur l'hameçon pour déterminer la longueur. Le corps a été fait au préalable par des enroulements de soie, donc c'est un corps relativement fluet. Puis immobiliser les plumes, 3-4 tours, et ensuite relever l'excédent pour immobiliser la soie, couper l'excédent et puis faire le nœud final. Alors cette mouche peut être utilisée comme sedge ou bien comme petit plécoptère. Elle va très bien par exemple pour ce que les Anglais utilisent et appellent needle fly, c'est-à-dire avec un corps très fin. C'est une mouche qui est très rapide à faire et extrêmement efficace.
Alors bien sûr, là on l'a monté sous forme de sedge, mais on peut très bien la monter avec une aile un peu plus verticale, et dans ce cas-là, ce sera le petit voilier, donc imitation d'éphémère. Dans les années 1985, j'ai commencé à faire des mouches en croupion de canard. Et pour ne pas faire ce qui avait déjà été fait, j'ai eu l'idée d'utiliser la plume, donc les barbes et le quille, pour faire le corps directement plutôt que de faire un dubbing. Alors ça présente de nombreux avantages. La plume de croupion de canard est très légère, donc ça n'alourdit pas la mouche. Et en plus, grâce à l'huile, elle flotte très très bien puisqu'elle est imperméabilisée. Donc, commencez par immobiliser la plume par la pointe et ensuite, en faisant des tours, en tordant la plume, puis en enroulant, on va créer le corps. Ce sera un corps relativement volumineux, ce qui est parfait, notamment pour imiter le sedge. Arrivé au niveau du thorax, on va immobiliser la plume, puis couper un peu ce qu'il y a dessus, ce qu'il y a dessous. Voilà. Et puis là, on va se servir uniquement des barbes, en arrachant les barbes du quille de cette façon-là. On obtient un toupet, coupe l'excédent devant et on va monter l'aile en une seule fois. 3-4 tours relativement serrés, quelques tours dessous, couper l'excédent et avec ce qui reste de la plume, faire un thorax, puis immobiliser la plume, couper de nouveau l'excédent et maintenant le nœud final. Alors c'est un montage qui est relativement simple et rapide. C'est une mouche qui flotte très bien et qui a les bonnes proportions pour imiter le sedge. Il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est d'ajuster la longueur, prendre toutes les fibres ensemble, et voilà. Là, je pratique une chasse ici qui est ouverte toute l'année. C'est la chasse à la mite. Et en fait, on a toujours ici fait très attention à ça. Parce que là, les mites, tout le stock qui passerait en très peu de temps. Donc on est armé de bombes anti-mites et j'ai des anti-mites un peu partout. Ce qui permet de conserver des mouches comme ça, qui ont à peu près facilement une trentaine d'années, quoi. Voire plus. Plus même, pour certaines. Alors, fort des bonnes expériences que j'ai faites avec ce montage avec le corps en croupion de canard sur le sedge, j'ai mis au point la technique pour les éphémères. Alors pour les cercles, rien de changé. Moi j'aime bien le pardo, donc une plume de coq. Voilà, et pour le corps, une plume de croupion de canard. Et là, je vais utiliser en fait la conicité naturelle de la plume. Comme on le voit ici, c'est relativement plus mince, pour faire le corps conique de l'éphémère. Donc on est sur un hameçon à tige longue. Cette fois, voilà.
donc la pince à hacle spéciale pour le croupion de canard. Et ensuite, on commence par quelques tours, je dirais, sans trop torsader la plume. Et puis, progressivement, en avançant, on torsade de plus en plus, de façon à avoir un corps conique qui devient de plus en plus gros. Voilà, quand on arrive à la hauteur du thorax, on immobilise la plume, quelques tours de soie pour que rien ne se démonte. Et puis, on va raser les quelques barbules qu'on n'a pas pu inclure à l'aide d'un ciseau droit. Voilà. Ensuite, pour créer des ailes en V, eh bien, j'utilise une portion de floss qui va me servir de séparateur pour donner ces ailes parfaitement en V. Donc, on va le monter vers l'arrière et on va l'utiliser après avoir posé les ailes en une seule opération. Alors là, la technique, c'est de mettre les barbes perpendiculaires à la hampe de la plume, puis d'arracher les barbules successivement de cette façon-là. Cette opération paraît simple comme ça à regarder, mais elle n'est pas tout à fait évidente pour que les fibres restent à la même longueur. Voilà. Donc, l'ensemble du toupet monté en une fois. Quelques tours devant. Couper l'excédent. Et puis, à l'aide du reste de la plume, je vais m'en servir en fait pour dresser l'aile, passant une fois derrière, et puis une fois devant pour faire le thorax. Voilà. Quelques tours pour sécuriser. Et maintenant, on va séparer l'aile en deux à l'aide du floss, comme ceci. Il ne reste plus qu'à couper l'excédent de floss et faire le nœud final. Alors je fais toujours deux nœuds, un qui est, je dirais, moyennement serré et l'autre qui est beaucoup plus serré. Si le deuxième casse, ben, il en reste toujours au moins un, comme ça, en place. Alors, l'éphémère n'a pas une aile qui a cette forme-là, donc il faut encore un peu jouer avec les ciseaux. La première chose, c'est bien sûr de couper les deux ailes à la même longueur. Et la deuxième chose, de créer la forme de l'aile en coupant un peu sur le bas de cette façon-là. Voilà, alors c'est une mouche qui est relativement simple. On a l'avantage avec le croupion de canard d'avoir un effet de segmentation, d'avoir que des éléments qui sont très légers. La forme de cette mouche est très intéressante parce qu'avec l'aile en V de cette façon-là, elle va toujours se poser comme on la voit maintenant sur l'eau. D'autre part, le fait d'avoir relativement peu de fibres de croupion de canard ici permet un lancer sans aucun problème, c'est-à-dire sans vriller le bas de ligne. Les plumes vont venir se mettre le long du corps quand on lance et à l'arrivée, ça va s'ouvrir de nouveau comme ça et assurer un posé tout à fait délicat. Donc c'est une mouche qui est encore une fois relativement rapidement faite et extrêmement efficace.
Après avoir monté, je dirais, quelques milliers de mouches pendant une quinzaine d'années, j'ai trouvé que c'était relativement difficile que d'arracher les fibres. Alors j'ai mis au point une nouvelle technologie qui utilise le Magic Tool. Et je vais montrer comment on peut faire une de ces mouches, je dirais un petit peu plus simple. Donc une éphémère avec une aile simple, mais faite avec le Magic Tool. Alors là, bien sûr que les cercles restent identiques. La procédure pour le corps aussi, donc prendre la plume par le petit bout, de façon à créer un corps parfaitement conique. L'excédent ici, coupé. Et puis, maintenant je prends la plume, quelques tours sans tordre, et puis après, à chaque fois que je fais un tour, je tords un petit peu, torsade un petit peu la plume pour créer un corps parfaitement conique. Voilà, ici on va stopper, le corps est fini. Quelques tours pour que la soie reste en place. Couper l'excédent. Et puis les barbules qu'on n'a pas pu inclure, les raser de cette façon-là. Voilà. Alors l'astuce, vous vous souvenez ici, on a arraché les plumes. Maintenant on va faire autrement. On va mettre les barbes perpendiculaires de cette façon-là, enlever le début qui n'est pas très sympathique à travailler. On va recommencer la même opération sur une voire deux autres plumes. Et au lieu d'arracher les fibres à la main, on va utiliser le Magic Tool. Alors, la petite plume en dessous, ou la plus petite des trois plumes, et ensuite l'une dans l'autre, dans la même courbure. En utilisant le Magic Tool, il y a différentes largeurs de table. Là, je vais utiliser celle-ci qui conviendra parfaitement à ces plumes. Et je vais donc introduire les plumes dans le Magic Tool qui a pour objet de regrouper toutes les fibres ensemble. Ensuite de quoi il ne restera plus qu'à couper l'excédent de chaque côté, puis à l'aide de la pince, reprendre toutes ces fibres. Et comme on le voit ici, les rachis sont d'une part parallèles, ensemble, et ils vont être donc faciles à couper à l'aide des grands ciseaux de cette façon-là. Voilà. Alors ici, j'ai aussi trouvé une autre astuce intéressante qui est de fendre la soie, qui permet d'alléger notamment les petits montages, puisqu'on n'a pas besoin de doubler à l'aide du dubbing loop, qu'on appelle couramment, pour y incorporer le dubbing. Donc ici, j'ai fendu la soie. Quelques petits tours dans les doigts avant de lancer le porte-bobine qui, lui, va assurer un maximum de tours dans cette partie-là, que je vais bien sûr renvoyer afin d'obtenir un parfait dubbing avec les fibres comme ça. Alors ici, si je continue à enrouler, je dirais de façon classique, je vais avoir plus ou moins un hacle genre palmaire, on va dire. Mais ce qui m'intéresse dans une mouche de mai, c'est bien sûr ce qu'on appelle mayfly, une éphémère, c'est d'avoir une aile dressée, c'est-à-dire plus de matériel vers le haut que vers le bas. Alors, j'invite à chaque fois les fibres à venir vers le haut avant de finir l'enroulement. Voilà. J'aurai donc une majorité d'éléments qui vont rester vers le haut et donc très peu à couper en bas. Voilà. Encore un petit peu. Et puis maintenant, on va pouvoir y faire le whip finish. Puis encore un peu plus serré.
Voilà. Couper la soie. Et ici, là, je vais couper un peu ce qu'il y a de trop quand même dessous. Garder une seule aile en haut. Ajuster la longueur. Et puis ajuster la forme. L'avantage du croupion de canard, à contrario du coq, c'est que je peux me permettre de le couper à n'importe quel endroit sans altérer ses performances. Comment dire, la fibre, on voit peut-être ici que la fibre est de section constante, que je la coupe ici, là ou là, elle a le même diamètre, ce qui n'est pas le cas d'une plume de coq. Quand on a eu l'idée de ce livre, en fait, ce qu'on a souhaité faire, c'était un livre qui puisse se comparer à des bibles telles qu'il en existe en Angleterre ou aux États-Unis, c'est-à-dire à la fois un recensement de beaucoup de modèles très efficaces, aussi bien pour pêcher en nymphe, en sèche qu'en noyer, et puis surtout c'était de célébrer, j'ai envie de dire, un peu les monteurs français. Il y a évidemment des étrangers dans l'ouvrage, mais il y a des monteurs français, il y a des monteurs européens, et ça c'était vraiment la grande ambition de ce livre au départ, c'est redonner un petit peu justice à des gens qui n'ont pas l'occasion d'être célébrés dans des livres. Et c'est la raison pour laquelle on trouve à la fois des gens comme de vieille gloire comme Aimé Devaux qui a créé des mouches très intéressantes. Là on voit par exemple le montage inversé. C'est une mouche qui est ancienne mais qui est encore totalement efficace pour plein de raisons, quoi. Et ça c'était l'ambition de ce livre, quoi, vraiment. Par exemple, là on a un couple de Macédoniens absolument adorables. Ils sont à la fois intéressants parce que ce sont des très grands monteurs, et ils sont un peu entre deux traditions. La tradition de la mouche vraiment de pêche, qui va pêcher et qu'on va utiliser au quotidien, et puis une tradition plus artistique, j'ai envie de dire, plus imitative, où là on est davantage dans le travail d'entomologie reconstituée. Là je vois par exemple cet extraordinaire modèle inversé, qui n'est pas un modèle de pêche, bien sûr, ce serait un péché que de fouetter avec ça et d'essayer de prendre une truite, mais je trouve que ces monteurs sont extraordinaires, à la fois par leur créativité et à la fois par leur l'hybridation en fait de leur travail. Le réalisme, regarde un peu les choses comme ça. La guêpe est fantastique, ouais. Et c'est une guêpe qui pêche très bien. Donc parfois ils sont à la fois sur ce système d'imitation de la nature, plus vrai que le vrai, et puis d'autres fois dans une philosophie qui est plus proche de la tienne, de mouche d'ensemble, de vibration des matières et tout, et c'est ce qui me touche beaucoup dans leur travail. Et bon, aujourd'hui, leur notoriété est un petit peu plus assise et ça me touche beaucoup. Ça te rassure, ça conforte, mais ce sont d'excellents monteurs. J'ai eu des courriers de casques bleus en Yougoslavie qui me disaient on a vu dans Pêche sportive la prépublication de votre livre avec le portrait de Nadica Stancheva et d'Igor Stanchev. Est-ce que vous auriez leurs coordonnées? La Macédoine, c'est pas très loin de l'endroit où on se trouve en Yougoslavie aujourd'hui. Est-ce qu'on peut aller les visiter? Et ils sont allés, ils ont fait le voyage pour aller visiter Igor Stanchev et Nadica Stancheva il y a quelques années, pendant la guerre, à la fin de la guerre en Yougoslavie. Et j'étais très content que cette rencontre puisse avoir lieu. On utilise de plus en plus de croupions de canard. Il est pratiquement impossible d'ouvrir un magazine halieutique sans voir des mouches faites en croupions de canard. Il y a encore un autre point que j'aimerais montrer, c'est une solution que j'ai mise au point pour faire les mouches parachutes. Les mouches parachutes sont des mouches très importantes, qui sont extrêmement efficaces et que l'on peut voir, je dirais, relativement loin. Alors, la technique de montage du corps, on l'a déjà vu. Je vais simplement inclure un tincelle qui va me permettre d'alourdir l'arrière de ma mouche de façon à ce que ça travaille un petit peu comme une émergente. Donc pincer avec
pince à spéciale croupion de canard et puis faire le corps torsadé avec l'entier de la plume. Toujours aider un petit peu les barbules pour en avoir le maximum qui soit inclus dans la torsade. Aller jusqu'à la zone du thorax. Voilà. Immobiliser la plume. Couper l'excédent. Raser les barbules. Et puis pour augmenter l'effet de segmentation, j'utilise le tincelle que j'ai mis au préalable. Et là, je vais suivre simplement les spires que j'ai créées en torsadant la plume, ce qui fait une segmentation parfaitement régulière. Voilà. Il nous reste cet espace pour faire notre parachute. Alors, comme j'ai dit, c'est assez compliqué de faire un parachute, je dirais, avec une méthode classique. Ceci est d'autant plus compliqué lorsqu'il s'agit d'utiliser du croupion de canard pour tout. Choisir une couleur relativement claire de façon à faire le pied du parachute. Donc le Magic Tool nous permet de récupérer les fibres des deux plumes en une seule opération. Voilà. Puis ensuite, pour faire le hacle à proprement dit, je vais utiliser 3 plumes, une on va dire foncée et puis 2 olives l'une sur l'autre. On va reprendre cette table, couper les extrémités et transférer sur la deuxième pince. Voilà, on va se débarrasser des rachis. Et on a maintenant nos deux éléments qui sont prêts, le clair et le foncé. Alors là, j'aplatis et je détorsade la soie de montage. Je la sépare en deux. On ne peut pas faire vraiment ça avec toutes les soies parce que de montage, parce que par exemple des soies qui seraient poissées ne permettraient pas cette ouverture. Ensuite, pour maintenir la boucle ouverte, je vais y laisser mes ciseaux, incorporer le premier élément qui va faire le pied du parachute. Puis ensuite, pour réouvrir la soie, j'utilise cette petite pince pour maintenir la soie fermée, ce qui va me permettre de réouvrir sans que le matériel tombe et y incorporer le deuxième composant. Derrière, et puis torsader le tout. Donc sortir une dizaine de centimètres de soie du porte-bobine et puis lancer le porte-bobine pour enregistrer un certain nombre de tours. Alors, juste en passant, les porte-bobines droits sont nettement plus appropriés à ce genre de travail que les porte-bobines coudés. Alors, transférer l'ensemble des spires. Voilà, puis maintenant je n'ai plus besoin de ma petite pincette, donc je la repose. Attention aussi une chose, c'est que si je lâche, tout va repartir en arrière. Donc regardez bien ce que je fais, je rembobine en fait la soie de montage dans le porte-bobine, ce qui fait que ça ne se désenroule pas du tout. Alors là, c'est là le point un peu délicat. On a deux couleurs. On veut avoir la couleur claire comme pied du parachute. Donc on va de nouveau inviter les fibres à se dresser afin qu'elles ne soient pas en dessous. Et on va même aller derrière à chaque tour de façon à vraiment créer le toupet. Ici, il me reste encore un petit brin qui n'a pas de matériel. Je m'en sers en fait pour ligaturer le pied en position verticale. Comme ça, j'ai vraiment plus du tout de barbule en dessous. Et il me reste donc la couleur foncée pour faire le parachute en lui-même. Voilà, c'est-à-dire
en faisant des 8 tout autour. Et l'avantage du croupion de canard à cet endroit-là, c'est que contrairement au coq, je peux carrément envoyer tout en arrière pour libérer l'œillet et me faciliter la tâche pour faire le nœud final. Voilà. Ici. Encore le deuxième nœud. Voilà. Alors maintenant, on va couper la soie. Alors l'avantage du croupion de canard, c'est qu'on peut le remettre en place facilement, ce qui va avoir pour but de libérer le pied et qui nous permettra de l'attraper pour le couper. Voilà. On va couper s'il y en a une ou deux qui sont passées dessous et puis ajuster à la longueur. Si une fibre est un petit peu trop longue, l'avantage aussi du croupion de canard, c'est qu'on peut tirer dessus, la casser sans endommager la mouche. Alors la vue côté poisson, c'est la partie donc grise en l'absence du toupet. Par contre pour nous, on verra très très bien le toupet rose dessus, même à grande distance. Ici à la Maison de la Mouche, bon, traditionnellement ça s'appelle la Maison de la Mouche parce qu'effectivement on a un choix assez vaste. Moi je travaille avec une dizaine de fabricants qui sont tous quasiment des artisans. Par collection, on prend à peu près une centaine de références. Vous multipliez ça par la taille des hameçons, 10 fabricants, on arrive tout de suite à quelque chose aux alentours de 40 000 mouches. Mais ça empêche jamais. Il y a une chose qui est très curieuse, c'est que ça n'empêche jamais qu'il vous manque toujours la mouche. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui, vous avez beau avoir 40 000 mouches, ah oui, mais c'était celle-là, mais alors avec le corps un peu plus cerclé, pas un fil rouge, mais un peu plus orangé. Bon, là, c'est des débats à n'en plus finir. C'est à la fois très rigolo et c'est très révélateur de notre univers qui semble absolument infini. C'est un hameçon relativement court, assez ouvert. C'est très bien pour équilibrer le poids de ce streamer. Là, vous tournez un petit peu l'hameçon de façon à pouvoir plus facilement faire passer le col du Magic Head sur l'œillet. Et puis ici, prendre la précaution de faire que quelques spires ouvertes, de pas trop serrées, de façon à ne pas blesser la partie souple du col. Et puis dès qu'on a mis quelques tours de protection avec la soie, on peut commencer à monter, je dirais, de façon un peu plus ferme. Pour tout ce qui bouge beaucoup, j'aime bien les matériaux souples, donc pas nécessairement du croupion de canard, mais du marabout, des belles longues fibres. Le dos des petits vairons est souvent foncé, donc je vais commencer par quelques fibres, pas beaucoup, noires, que je vais placer juste sur le dessus, et qui vont se trouver à la fin de mon montage être le dos du poissonnet. Puis ensuite, je vais prendre quelque chose d'un peu plus olive foncée. Voilà, on va le placer juste un petit peu en retrait. Il faut bien équilibrer, s'assurer qu'il y ait, je dirais, de part et d'autre autant de matériel. C'est d'autant plus important que la mouche doit évoluer dans les 3 dimensions. Et donc, il faut faire très attention à ce que ce soit correctement équilibré. Et puis, un corps simple, fait avec un petit peu de dubbing. Et là, je réutilise cette méthode qu'on a vue avec le Magic Tool, qui est de fendre la soie, de séparer la soie en deux, plutôt que d'utiliser de la poix pour maintenir les fibres. Donc, un petit peu tourner dans les doigts, une dizaine de centimètres sortis du porte-bobine, faire tourner le porte-bobine, transférer toutes les spires vers la zone. On a maintenant un dubbing qui est serré, dense. Pas oublier de rembobiner le porte-bobine de façon à ce que ça ne se déroule pas. Puis ici, une petite astuce qui n'est pas toujours marquée dans les
livre, c'est que ces fibres de temps en temps viennent s'attraper dans le montage. Il suffit simplement d'humecter les doigts de façon à ce que les fibres restent en place devant. Alors on va faire le corps. Et puis on va garder quelques tours juste pour passer et faire la tête devant. Voilà. Et puis maintenant, il ne restera plus qu'à finir la mouche avec 2 nœuds. Voilà. Et casser le fil. Alors ici, d'expérience, je sais que la tête est un petit peu trop grande. Il y a 5 têtes différentes pour environ une trentaine de tailles d'hameçon. Donc je vais la recouper. Pour la recouper, rien de plus simple. Il faut prendre la tête, l'écraser entre les 2 doigts et puis en couper une petite tranche. Voilà. Donc ça fait vraiment une petite tranche qu'on dirait comme une rondelle d'oignon. Alors là, je vois que c'est la bonne proportion. Il reste encore une chose à faire, c'est que pour augmenter encore les vibrations d'une trentaine de pourcents, on peut faire une légère coupe en biais juste en dessous ici. Alors il est très important que la coupe soit faite du côté du poids. On verra sur la mouche qu'on va monter après, où on mettra les yeux au-dessus de la hampe. Il s'agira donc du cas inverse, c'est-à-dire qu'on la mettra en haut, la coupe, et non en bas. Voilà. Alors moi, ce que je propose, c'est d'essayer cette mouche dans l'eau. Bien souvent, quand on monte des mouches, on s'empresse de l'accrocher au bout d'un bas de ligne et puis de la lancer le plus loin possible et on ne s'occupe pas toujours de voir qu'est-ce qui se passe effectivement dans l'eau. Mais moi, ce genre de mouche, je l'essaye toujours dans ma mémoire avant de partir à la pêche. Le Magic Head est tourné vers l'arrière, ce qui me permet d'accéder à l'œillet pour y mettre le bas de ligne. Et je peux le pêcher de 2 façons, soit comme ça, et à ce compte-là, la nage sera, on va dire, traditionnelle, seul comptera les vibrations des matériaux utilisés. Par contre, si on retourne le Magic Head en avant, alors on va générer nettement plus de turbulences. Alors ici, une chose d'assez importante, on a une tête qui est relativement grosse encore. Si je diminue la taille en recoupant le cône, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diminuer l'amplitude du déplacement et augmenter la fréquence des vibrations. Donc suivant l'endroit où on va pêcher, si on veut pêcher lentement, on va laisser de cette taille-là. Et si on veut pêcher dans des courants plus importants, on peut carrément encore réduire de 2 mm la taille de la tête. Une autre Magic Head, un tout petit peu plus petit en taille. Voilà. Donc même technique. Cette fois, j'ai utilisé un hameçon avec l'œillet en avant. Donc même technique. Quelques tours lâches. Puis on peut commencer à serrer un peu plus. Alors par contre, j'aimerais que cette mouche travaille à l'inverse, c'est-à-dire dans cette position-là. Un petit peu comme le Clouser Minnow de M. Bob Clouser, ce qui nous permettra de laisser tomber la mouche sur le fond de la rivière en cas de besoin et de faire des tirettes relativement courtes, alternées avec des pauses. Alors, pour que la mouche travaille dans l'eau de cette façon-là, on va mettre le poids cette fois au-dessus, donc les yeux tournés de cette façon-là, ce qui va provoquer la bascule, puisque si on imagine le bas de ligne ici, la majorité du poids de la mouche se trouve de ce côté-ci. Alors on va juste
légèrement tourner l'hameçon dans ce sens-là, ce qui va me permettre de mettre quelques fibres à l'arrière. Voilà, à peu près de cette longueur-là. Couper l'excédent. Puis ensuite, on va de nouveau remettre l'hameçon dans une position horizontale, bloquer la rotation et puis on va faire le devant, toujours avec ces fibres extrêmement mobiles de marabout. On va placer juste derrière. Raccourcir, il n'y a pas besoin nécessairement que ce soit très long. Ensuite couper. Et puis on va faire le corps avec un peu de dubbing. Voilà. Insérer directement. Quelques tours. Lancer le porte-bobine. Faire remonter les tours et on va finir le corps comme ça. Voilà. Donc l'arrière. Devant, derrière les yeux. Et puis faire basculer le reste des fibres à l'arrière. Et faire la tête. Alors j'ai toujours l'habitude de faire 2 nœuds au nœud final. Le premier je le serre pas trop, le deuxième je le serre voire jusqu'à la rupture. Si le fil se casse, ben, j'ai toujours en tout cas un nœud qui tient. Et sinon, ben, j'ai en tout cas le deuxième nœud qui est encore plus serré que le premier. Mais je vais jusqu'à la tension maximum du fil. Alors ici, qu'est-ce qui va nous rester à faire? Ben, la même chose que tout à l'heure. Ça va être d'adapter la taille du Magic Head. Alors on peut se poser la question, comment est-ce qu'il y a des trucs? Est-ce qu'on peut dire je vais couper telle longueur parce que j'ai utilisé telle longueur de fibre ou tel poids, etc. Non, je crois que c'est extrêmement empirique. Il faut absolument faire l'essai dans l'eau pour se rendre compte de ce que ça fait. Alors, par expérience, bien sûr, je vais déjà approcher en diminuant un petit peu. Je pense que ça sera pas mal. Et puis alors, chose importante, à contrario de la précédente mouche, c'est dessus que je vais effectuer la coupe, c'est-à-dire du côté du poids. Voilà. Alors allons-y. Si c'est trop grand, on pourra le recouper. Alors la première chose qu'on remarque, c'est que l'hameçon en fait est déjà à l'envers. Donc on peut carrément poser la mouche au fond et puis attendre que le poisson revienne sur son poste. Et à ce moment-là, on va commencer à activer. Pour l'instant, la tête est vers l'arrière, donc on a un effet extrêmement limité. On a uniquement l'effet de jig. Maintenant, on va le retourner en avant. Voilà, et on va regarder l'action. Alors c'est totalement différent et extrêmement vivant. En utilisant ce principe, on peut faire le chabot et puis de le faire démarrer et, hop, et de le reposer au milieu des cailloux. De le faire démarrer, hop, et de le reposer au milieu des cailloux. En feuilletant une grande quantité de bouquins, on s'aperçoit qu'il y a des illustrations comme ça qui sont presque des traités d'entomologie. Alors ça, c'est certes très intéressant, mais ce n'est pas nécessairement du succès dans
Dans la pratique, moi je me souviens très bien quand j'ai commencé à créer toute une série de modèles de mouches, je pêchais sur une rivière, il y avait beaucoup d'opportunités pour pouvoir vraiment faire des tests entre le noir, le blanc, l'olive, etc. Et puis il y avait tout un tas de mouches qui descendaient, c'était des Baetis rhodani, j'étais très heureux de pouvoir faire ces tests-là. Et il y avait une après l'autre qui descendait, et je posais ma mouche entre deux série d'insectes réels. Qui dérivaient. Ouais, qui dérivaient. Et à ma grande stupéfaction, ça marchait pratiquement à tous les coups. Alors ça m'a vraiment interpellé pendant un certain temps, jusqu'au moment où j'ai compris qu'en fin de compte, une aile qui était légèrement couchée un peu sur l'eau, elle traduisait probablement la faiblesse de l'animal, comme l'aile émergente, et donc une proie plus facile pour le poisson, et en priorité, le poisson prenait cet animal facile à attraper. Alors, les gros sedges, ça m'arrive d'aller pêcher en... Vous en avez là Bon, et puis encore une grande chose, l'entomologie c'est une chose, la pêche en est une autre. La pêche c'est de l'observation, essentiellement de l'observation. Et j'y éprouve beaucoup de